Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire du jour qui est gagné en efficacité, découvrez les outils de l'offre pilotage de la masse salariale. Cet événement durera environ 45 minutes avec un temps réservé en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Nous vous remercions de couper vos micros durant la présentation afin de ne pas perturber l'animation et même pendant les questions. N'hésitez pas à poser vos questions via la section chat Q&A de cette WebEx tout au long de notre présentation et nous y répondrons avec grand plaisir à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, le lien vous sera communiqué, comme je viens de vous le dire, afin que vous puissiez le revoir. Ce webinaire sera animé par Christophe Quignou, qui est consultant expert sur l'offre pilotage de la masse salariale, et moi-même, Cédric Coulon, qui suis consultant sur les offres de pilotage stratégique. Alors, ce webinaire s'inscrit dans un triptyque de sessions WebEx qui ont pour but de vous guider dans l'utilisation du module pilotage de la masse salariale, de vous aider à comprendre les procédures d'exploitation de PMS, autrement appelé pilotage de la masse salariale, et vous présenter les principes à retenir pour optimiser la gestion de vos paramètres budgétaires. Ce triptyque est composé de trois webinaires. Le premier qui a déjà eu lieu, et il y en aura probablement des prochains dans les mois qui viennent, qui correspond à l'agenda de votre pilotage de la masse salariale, le plan de production, et puis comment ADP vous accompagne sur ces sujets. Le deuxième webinaire est celui d'aujourd'hui qui visera à suivre la gestion des tables budgétaires et la ventilation des rubriques de paye que nous aborderons donc aujourd'hui. Et puis un troisième webinaire aura lieu probablement au mois de février, la date est encore à préciser, qui visera à traiter des requêtes pilotage de la masse salariale modèle et personnalisées. Donc, dans le prolongement de la première session, vous avez peut-être commencé à travailler sur vos budgets et avez pu être confronté à des interrogations ou des incompréhensions par rapport aux résultats obtenus ou aux messages renvoyés par les traitements. Via ce webinaire, nous vous proposons de vous accompagner dans la gestion de votre table budgétaire et dans le paramétrage de vos rubriques pour le suivi budgétaire. Je vais maintenant donner la parole à Christophe qui va exposer quelques principes simples pour ventiler les rubriques dans votre suivi de budget réalisé. Merci Cédric. Alors pour que certains d'entre vous, ça va être une redite, mais ça nécessite quand même d'être reprécisé de manière régulière. Donc je vais effectivement vous présenter la ventilation des rubriques dans PMS, mais tout d'abord, je vais rappeler un certain nombre de principes sur la construction du paramétrage de PMS. Donc, comme vous le savez, le paramétrage de PMS est construit autour du plan de nature. Donc, la valorisation de vos budgets va obéir aux règles définies dans les natures budgétaires. Et parmi les règles, il y en a un certain nombre qui font appel aux tables budgétaires. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette réunion. Concernant l'autre composante de PMS, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Il comporte l'ensemble des données des collaborateurs, dont les données d'état civil, les données de rémunération, bien évidemment. Et parmi ces données, il y en a certaines qui sont réservées à la prise en compte des résultats de paye. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, pour rappel, la combinaison du plan de nature et du référentiel va constituer le modèle budgétaire sur lequel vous avez bâti vos budgets d'une part et vous allez suivre votre réalisé d'autre part. Alors, dans le document plan ou le dossier de personnalisation, comme nous appelons ça, qui peut vous être transmis, euh, on a plusieurs onglets dans la version Excel et plusieurs pages dans la version PDF. Et dans les dernières pages de ce document, nous trouvons la ventilation des rubriques dans les rubriques de paye dans les natures budgétaires. Donc, si Ouais, vous souhaitez obtenir ouais. ce document, je pense que c'est ce que tu voulais dire, Cédric, on peut le mettre dans un ticket. Vous nous créez un ticket et vous nous demandez de vous mettre ce document à disposition. Alors,
soit dans le format PDF, pour nous c'est le plus simple, soit dans le format Excel, si vous voulez l'exploiter d'une manière un peu particulière. Donc, comme je le disais, dans les dernières pages de ce document, on va retrouver la liste des rubriques qui alimentent le référentiel de suivi. Par exemple, nous avons les rubriques 232, 233, etc., qui vont alimenter la donnée SV01 salaire de base. De la même manière, on va avoir les rubriques 263, 1795 qui vont alimenter la donnée de suivi SV02 prime d'ancienneté. Ces opérations d'alimentation ont lieu lorsqu'on effectue l'extraction, le lancement de l'extraction mensuelle dans les menus du suivi de PMS. Dans les pages précédentes du document au format PDF ou dans l'onglet plan de production au format Excel, on va retrouver dans la partie verte des natures budgétaires les natures qui utilisent les données de suivi. Donc, par exemple, la donnée de suivi SV01 est utilisée pour alimenter la nature salaire de base qui a la référence 0,950. De la même manière, la donnée SV02, prime d'ancienneté, alimente la nature 1700 qui a le même nom de prime d'ancienneté. Et ça, oui, j'oubliais de dire que ces opérations ont lieu au moment où on effectue le calcul de notre budget de suivi du réalisé. Donc l'extraction a pour effet de mettre à jour la donnée de suivi à partir des rubriques. Le calcul a pour effet de mettre à jour les natures à partir des données de suivi. Donc s'il y a, en synthèse, 2 opérations, qui peuvent être, réalisées, tous les mois, si, vous utilisez le suivi tous les mois. Tout d'abord, l'extraction qui va mettre à jour les données de suivi, sur la base de ce qu'on a comme paramétrage de regroupement de rubriques de paye, et ensuite le calcul qui va alimenter, ces natures budgétaires avec ces données de suivi. Donc ce qui va permettre, en fonction des regroupements des rubriques de paie que vous avez par nature, d'aller les suivre et de voir leur évolution par rapport au budget, et aux hypothèses que vous avez fixées dans votre budget. Alors, nous avons un guide, Christophe, pour savoir quelle donnée doit être alimentée par quelle rubrique. En gros, comment je sais, en fonction de la rubrique de paie, comment je vais aller la mettre dans telle ou telle nature? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de règles. Alors, c'est pas forcément un guide au sens littéral du terme, c'est plutôt un certain nombre de règles qu'il est nécessaire de respecter. Et je vais en décliner un certain nombre. Euh, nous avons vu que les extractions, notamment pour le suivi, vont prendre en compte les résultats des rubriques. Il est indispensable que chaque rubrique soit alimentée, soit qualifiée pour PMS, sans quoi aucune extraction ne sera possible. Le traitement d'extraction se terminera alors en erreur. Pardon. Pour ventiler les rubriques, on doit néanmoins respecter un certain nombre de critères qui s'appuient sur, d'une part, la plage des rubriques, le type de rubrique et d'autres informations comme notamment la ventilation comptable des rubriques. Concernant le type de rubrique, on en identifie trois principaux qui sont d'une part la valeur T pour les rubriques théoriques. Donc ces rubriques théoriques ne valorisent pas de résultats de paye et sont là pour préparer des calculs d'autres fonctionnalités dans la table des rubriques. Vous avez ensuite les rubriques de type G, comme gestion, qui, selon la plage, peuvent impacter ou non PMS. Et enfin, les rubriques de type P,
comme paye, qui impactent généralement PMS. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième étant la plage de rubrique. Donc celles qui vont avoir un impact sur PMS sont les plages B, comme rubrique de brut, les plages I, comme indemnité non soumise, quelques rubriques de la plage R, identifiant les retenues non déductibles, et enfin les rubriques de charges patronales qui sont identifiées dans la plage P. Pour toutes les autres plages, on peut considérer qu'elles sont sans aucun impact sur PMS. Alors, concernant les rubriques de brut, pour en revenir à elles, selon qu'elles sont en G, donc de gestion, ou en P, donc de paye, elles ne devront pas être ventilées si elles sont de type G, donc on va les mettre en non concernées. Elles devront être ventilées si elles sont de type P, paye, s'il y a une ventilation en comptabilité générale. De la même manière, les rubriques d'indemnités non soumises, si elles sont de la plage G, il n'y a pas lieu de les ventiler, on va les mettre en non concernés. Si elles sont de type P, comme paye, on va les ventiler si elles sont ventilées en comptabilité générale. Concernant les retenues non déductibles, on a le même principe. Si elles sont de gestion, on ne va pas les ventiler. Et si elles sont de type P, on va exceptionnellement les ventiler pour PMS. Alors je dis exceptionnellement parce que, en règle générale, les rubriques de retenue non déductible ne vont impacter que le net du collaborateur et donc seraient sans impact pour PMS. Par contre, il y a l'exemple notamment des acomptes ou des avances, et notamment la partie reprise de ces acomptes ou avances, qu'on va retrouver dans les retenues non déductibles, qu'il faudrait potentiellement ventiler au titre de PMS. Dernière rubrique, donc les charges patronales, qui sont toutes de type G, ce sont des rubriques de gestion. Eh bien, on va les ventiler. Alors, si elles sont ventilées en comptabilité générale, déjà, ça c'est le premier point, et on va les ventiler selon les natures qui ont été bâties dans le plan de nature, dans les rubriques de charges, enfin dans les natures de charges, ou dans les données relatives aux provisions, s'il y en a un certain nombre qui existent dans votre paramétrage. Dans PMS, il y a deux manières de ventiler les rubriques. Donc, on retrouve dans la personnalisation, gestion des rubriques et ventilation, la liste des rubriques, d'une part, avec les nouvelles rubriques qui ont été ajoutées et qu'il convient de qualifier au titre de PMS. Donc, on peut le faire soit à partir de la liste des rubriques, auquel cas vous précisez ici si vous souhaitez ventiler ou non la rubrique, et si vous souhaitez la ventiler, vous cliquez sur le petit chevron qui est en fin de ligne, qui vous donnera la liste des données de suivi dans lesquelles vous allez pouvoir ventiler cette rubrique. La deuxième possibilité de ventiler les rubriques, c'est de les ventiler par données. Donc, au lieu de faire un accès par liste des nouvelles rubriques, on va faire un accès par données de suivi. Et quand on accède par le petit chevron à la donnée de suivi, on aura une liste de rubriques qu'il sera potentiellement possible de les mettre dans la donnée de suivi qu'on aura sélectionnée. Ce qu'il est important quand même de souligner, c'est que par défaut, dans le tableau des rubriques qui vous est proposé, ce sont seulement les nouvelles rubriques qui ont été créées dans votre paramétrage paye qui vont s'afficher
et que vous allez pouvoir ventiler. Alors, est-ce qu'on aura la capacité, Christophe, d'avoir accès, parce que ça c'est bien, c'est donc celles qui seront du mois précédent de paye et qui apparaîtront. Par contre, celles des mois, antérieurs au mois précédent, est-ce qu'on aura un moyen de le consulter? Alors on sait que via le plan de production, on va pouvoir le retrouver, hein. Le plan de production, c'est vraiment la bible où on va retrouver le paramétrage, de votre, offre PMS. Le plan de production retrouvera bien la ventilation de rubriques dans les natures. Par contre, concernant l'application, est-ce que c'est possible via l'application de le voir? Alors oui, c'est effectivement possible via l'application, sachant, mais on le verra lors du troisième volet de ce triptyque de WebEx dans les requêtes. Il y a une requête qui permet d'avoir la situation de chacune des rubriques au regard des données de suivi. Mais dans l'outil PMS, il y a effectivement possibilité de connaître la ventilation d'une rubrique. Alors, comme on l'évoquait, c'est essentiellement enfin, exclusivement les nouvelles rubriques qui sont présentées par défaut. Par contre, en cochant toutes les rubriques, vous allez pouvoir sélectionner une ou plusieurs rubriques en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, si dans le libellé des rubriques, vous mettez salaire, toutes les rubriques qui comportent les 4 ou 5 lettres que vous allez saisir vont être proposées dans la liste qui va s'afficher. De la même manière, on peut faire une sélection sur l'identifiant de la rubrique ou une identification à partir de la ventilation comptable. Donc ça va permettre d'afficher la ventilation qui est faite pour chacune des rubriques que vous aurez sélectionnées. Vous pouvez également faire une sélection sur les rubriques en fonction de leur mode de ventilation. Par exemple, vous allez chercher toutes les rubriques qui sont non ventilées pour pouvoir les affecter dans une nouvelle donnée de suivi si vous le souhaitez. Donc, à tout moment, vous avez possibilité de vérifier d'une part la ventilation qui est faite pour une rubrique, mais également de la modifier. Très bien. Alors pour vous aider, hein, à cette ventilation, nous vous adressons chaque mois, je ne sais pas si, autour de la table vous l'avez reçu, mais on pourra en discuter à la fin de ce webinaire. Nous vous adressons chaque mois un mail qui vous apporte une proposition de ventilation. Donc il comporte la liste des nouvelles rubriques qui ont été créées par le modèle de paye ADP et avec une préconisation, alors vous en restez totalement maître, hein, de votre paramétrage, mais par contre avec une préconisation souvent logique quand on peut vous accompagner le plus possible dans l'identification de la ventilation logique. Et Alors, pour chaque rubrique, une indication sur la nécessité ou non de ventiler, bien évidemment, puisque certaines rubriques ne sont pas ventilées, comme l'a dit Christophe, hein, je pense aux rubriques théoriques qui sont des rubriques de calcul paye, par exemple, qui ne seront pas à ventiler. Mais vous restez, in fine, totalement libre de prendre telle ou telle rubrique dans votre paramétrage. je veux juste rajouter deux petites remarques par rapport à ce que tu viens de dire, Cédric. C'est que la première, c'est que dans cette communication qui est faite mensuellement, seules les rubriques du modèle sont précisées. C'est-à-dire que les rubriques dont vous avez demandé la création spécifiquement, vous n'allez pas les retrouver puisque on ne peut, nous, ne travailler que sur les rubriques du modèle. Et parmi ces rubriques, il y en a certaines qui peuvent apparaître dans la liste qu'on vous indique, mais qui ne sont pas présentes chez vous. C'est notamment le cas, je vais prendre l'exemple des rubriques spécifiques des caisses de congé du bâtiment. Si vous ne relevez pas de cette caisse de congé, ces rubriques-là ne vont jamais être dans votre plan de paye. Et donc, par essence, vous n'allez pas les retrouver dans votre plan de rubrique au niveau des ventilations qui sont proposées. Très bien, alors merci Christophe pour ces explications sur la ventilation des rubriques de paye. Alors, on a volontairement passé un petit peu de temps dessus, alors que, in fine, c'est quand même cette ventilation de rubriques dans des natures et pour le suivi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très coûteux, hein, d'expérience avec nos clients, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Par contre, c'est une opération bah,
que certains clients font tous les mois, un vrai suivi, ce qui permet, pour le suivi notamment, budgétaire, d'être toujours fidèle et d'avoir une fiabilité, de comparaison notamment de son suivi avec son budget T, très précis. Donc voilà, on a passé un petit peu de temps volontairement pour vous accompagner le plus possible, sachant que c'est une action finalement qui est relativement simple. Quand on la pratique tous les mois, c'est une petite action qui met, quelques minutes tous les mois via l'application et qui est pas très coûteuse, en temps. On y a passé plus de temps que ça ne mettrait à faire la ventilation des rubriques du mois, en général par nos clients. Et bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas via la section de chat, nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je vais maintenant redonner la parole à Christophe qui va nous exposer quels principes simples pour gérer les valeurs, cette fois-ci dans les tables budgétaires. Alors, je vais repartir du panneau que j'avais affiché tout à l'heure, hein, qui définit le modèle budgétaire. Et on va faire un focus sur les tables, effectivement, ces tables qui ont une utilité essentiellement au niveau du plan de nature. Et on distingue en fait deux types de tables. Les premières, ce sont les tables de valeur de référence, et les deuxièmes, ce sont les tables budgétaires. Alors, avant d'aborder les tables budgétaires, qui sont celles qui sont le plus importantes pour la construction du budget, je vais juste faire un certain nombre de rappels sur les valeurs de référence, car c'est à partir de celles-ci qu'on va pouvoir définir un certain nombre d'informations relatives aux données de structure. Alors, si on se rapproche de ce qui existe en GAP, nous allons avoir un certain nombre de tables qui vont vous permettre d'identifier vos populations. Alors, les plus significatives, ce sont celles qui caractérisent les entités juridiques, la définition des sociétés, des établissements, celles qui caractérisent vos structures d'administration du personnel, les affectations, les imputations, celles qui caractérisent les éléments contractuels, comme par exemple la nature du contrat ou les catégories de cotisants. L'impact au niveau de PMS, alors on met à jour les tables de valeurs de référence. Alors certaines sont mises à jour directement par vos consultants paye, certaines sont mises à jour directement par vous. Si vous êtes en mode administrateur dans la GAP, vous avez dans la petite maison dans la prairie, là, et vous définissez les valeurs de référence. Et là, vous pouvez les faire évoluer. Eh bien, de la même manière, dans PMS, vous allez accéder, bon, cette fois en mode expert, dans les menus de masse salariale, en personnalisation, vous accédez aux valeurs de référence budgétaires par ce menu-là. Si on prend les liens qui peuvent exister entre les tables de la GAP et les tables PMS, eh bien, on va retrouver une identité entre, par exemple, les structures d'administration, par exemple, la table LTR que nous avons ici, on va retrouver son pendant dans PMS. Et donc, il va y avoir régulièrement une mise à jour des tables de PMS à partir des tables de la GAP. Ces mises à jour, elles ont lieu lors des procédures d'extraction, que ce soit en suivi, donc l'extraction mensuelle que vous faites pour le suivi, ou l'extraction à laquelle vous procédez au moment où vous allez bâtir votre exercice et commencer à construire votre exercice budgétaire. Donc, on a vu qu'il était possible de mettre à jour les valeurs de référence directement dans PMS, sachant qu'il y a une extraction qui va les mettre à jour de manière régulière à partir de la GAP. Dès qu'il y a une extraction, les mises à jour que vous auriez faites individuellement au niveau de PMS vont être écrasées par les valeurs qui vont être extraites depuis la GAP. Donc, il faut bien avoir en tête que l'idée de base, c'est de mettre à jour les tables dans la GAP. Si on en a besoin immédiatement, de créer les mêmes valeurs dans PMS, mais la source initiale, ça doit quand même rester
la gap. Si on revient maintenant sur les tables budgétaires, eh bien, on sait que, de par leur nom, elles ne vont impacter que les résultats budgétaires. Elles ne vont être utilisées que dans le plan de nature. Et de ce fait, elles n'ont aucun impact en paye, et donc vous pouvez les modifier en toute autonomie dans l'application PMS. Il n'y aura jamais aucun impact sur les bulletins de salaire de vos collaborateurs. Alors, je reviens sur les principes que j'avais évoqués tout à l'heure concernant les données de suivi qui sont mises à jour à partir des tables à partir des rubriques de paye et qui vont alimenter les données, les natures budgétaires. Eh bien, au niveau de ce document, toujours le même document dont on a parlé tout à l'heure, on va retrouver dans les pages qui s'intitule Utilisation par nature, table utilisation par nature quand on est au format PDF ou dans l'onglet Table pour la version Excel, on aura la liste de toutes les tables budgétaires qui sont exploitées dans PMS. Et on va retrouver dans les pages relatives au plan de nature, donc plan de production au format PDF ou plan de nature au format Excel, dans les colonnes jaunes, vous allez avoir la référence que vous allez avoir dans la liste des tables. Vous allez la retrouver dans un certain nombre de natures. Et donc, ça vous permettra de savoir quelles sont les natures budgétaires qui vont exploiter les tables correspondantes. Ainsi, si on prend la table PMS T17 qui a trait au titre repas, eh bien, on voit qu'elle va être utilisée. On voit ici non table, table PMS T17. On voit qu'elle est utilisée dans la nature 1050 qui a pour libellé titre repas. Et de la même manière pour la table PMS T18 qui va impacter les provisions en pourcentage du total brut. Très bien. Donc là-dessus, toujours pareil, le document, le plan, pardon, de production, est extrêmement important puisque vous y retrouvez, comme on l'a vu tout à l'heure pour les données de suivi, également ici pour les tables budgétaires. Donc, c'est vraiment le document de référence qui va vous permettre, de ne pas avoir à 36 endroits où aller, en préparation et en suivi budgétaire. Donc une fois qu'on a identifié la nature budgétaire dans laquelle on va exploiter la table, on va pouvoir constater à travers les différents éléments qui sont communiqués dans ce document que la table PMST08, pour en revenir à elle, qui va alimenter la prime vacances, est filtrée par ce qu'on appelle le code budget, le code société et l'ancienneté en année. Donc ça, ce sont des informations qui sont communiquées dans le document et on va retrouver dans l'outil PMS la même structuration de la table. C'est-à-dire que notre filtre qui apparaît ici comme étant le code budget, ça va être le premier argument de notre table PMS T08. De même pour le code société qui est le deuxième et l'ancienneté en année qui est la troisième. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des éléments de la construction de notre modèle budgétaire et des tables qui y sont associées. Euh, alors, je vais ensuite vous exposer un certain nombre d'éléments qui vont être répartis en deux notions. D'une part, des règles et des principes pour exploiter au mieux les tables budgétaires et notamment comment identifier ce qu'est une valeur, c'est-à-dire un résultat qui va être affecté à une nature budgétaire, de ce qu'on appelle des filtres ou des critères dans une table. Donc une table budgétaire est composée, comme je l'évoquais, de critères et de valeurs.
Les valeurs, elles vont apparaître sur la partie droite de notre table et elles vont, en règle générale, être uniques. Donc là, dans l'exemple, c'est un peu mal choisi. On va avoir un pourcentage de charges sociales et un pourcentage de charges fiscales qui vont être affectés à cette table-là. Mais en règle générale, et le plus souvent, on ne va avoir qu'une seule valeur. Donc ça, c'est pour les valeurs qui vont être générées par la lecture de la table. Pour les arguments ou les critères, on va pouvoir les identifier à partir d'un élément. C'est en fait, chaque critère est composé de 2 colonnes. La catégorie, par exemple, on va avoir la catégorie 2 et la catégorie A. Donc ça, c'est le critère catégorie. Et ça, le fait d'avoir 2 A, ça va nous permettre de couvrir des plages de valeurs et donc ainsi limiter le nombre de lignes qu'il y aura dans notre table. Donc on va toujours avoir pour des arguments 2 colonnes, 2 A. Il y a un argument spécifique propre à certaines tables qui vont permettre de définir la période sur laquelle va s'appliquer la lecture de la table et donc l'obtention d'une valeur. Ces, ces périodes, début et fin, vont vous permettre de définir le budget ou l'exercice dans lequel les valeurs vont s'appliquer. Mais ça peut également vous permettre de définir le mois sur lequel, ben, par exemple, la prime de vacances que j'évoquais tout à l'heure va devoir s'appliquer. Exemple, s'il y avait une prime de vacances sur le mois de juin, on mettrait période début 01, 06 et l'année, et période de fin 30, 06 et l'année. Il faut savoir que il faut toujours mettre le premier jour du mois dans la période début et le dernier jour du mois dans la période fin, en faisant bien évidemment attention aux années bissextiles. Et est-ce qu'il y a des règles particulières à suivre, pour la mise à jour de ces tables? S'il te plaît, Christophe. Bah, oui, il y a des règles et les règles, elles sont relatives aux valeurs qu'il y a dans chaque colonne. Donc, par exemple, hem, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que le format des colonnes, le format des valeurs qui vont composer cette colonne-là est important. Quand nous sommes en présence de valeurs alphanumériques, eh bien, on va mettre, et ça c'est une règle importante, on va mettre, si on veut couvrir l'ensemble des valeurs, on va mettre blanc dans établissement 2, par exemple, et autant de Z majuscules que la zone peut en comporter dans la valeur A. Et ça va permettre de couvrir la totalité de la plage d'établissement. Si on connaît et si on a des règles qui sont propres à chaque établissement, à ce moment-là, on mettra le code de l'établissement précisément dans notre ligne, tant au niveau de l'établissement 2 que de l'établissement A. Donc ça, c'est pour les zones alphanumériques. Pour les zones numériques, eh bien, on va remplacer les blancs par des zéros et les valeurs les plus hautes seront à autant de 9 que la zone pourra en comporter. Donc là, dans la catégorie de cotisants, qui est une zone numérique, on va avoir dans la plus basse valeur la valeur 0 et dans la plus haute valeur la valeur 99 parce que la catégorie ne comporte que 2 caractères. Pour la Quand tu fais la partie di date, oui, Ouais, pardon, pardon. Ouais, excuse-moi, non, j'étais sur la différenciation, sur le tu as parlé d'alphanumérique et de numérique oui. et c'est comment on les différencie, visuellement dans l'outil? Eh bien, je vais y répondre juste après, si tu veux bien. Je vais juste rajouter que concernant
les zones date, les formats sont toujours jour sur 2 positions, mois sur 2 positions et année sur 4 positions, avec des barres de fractions pour indiquer la séparation entre les jours et les mois. Et donc, pour répondre à ta question sur les Alpha ou numérique? l'identification des zones, pardon, alphanumériques et numériques, eh bien, tout simplement, une zone alpha est cadrée à gauche. Donc, quand on va appeler la zone, les premiers caractères vont se mettre à gauche. Quand on est sur une zone numérique, bah, les premiers caractères vont se mettre à droite. Et c'est ça qui Dans va Excel permettre finalement. d'identifier les deux. Ouais, un peu comme dans Excel finalement. Un peu. Ouais, OK, OK, très bien. Bon, en effet, donc des catégories, des tranches de catégories qu'on peut gérer de façon à être extrêmement précis dans son pilotage, de la masse salariale. Alors tu parlais de principes tout à l'heure, de manipulation de ces tables. Quels sont-ils, s'il te plaît, Christophe? Alors, les principes, je vais y venir juste après. Je voulais juste faire un petit zoom sur le fait une lecture de table doit forcément restituer une valeur. Et donc, c'est le fait qu'on doive restituer une valeur qui va induire les principes que je vais exposer tout de suite après. Quand on a une erreur dans un calcul, si on a le message, par exemple, erreur sur application, pas de ligne dans la table PMST12, en l'occurrence pour l'exemple, eh bien, ça veut dire que la construction de notre table, elle n'est pas bonne et que la lecture de cette table ne s'est pas faite pour le collaborateur en question. Donc, il faudra impérativement qu'on aille dans la table correspondante, en l'occurrence ici la table PMST12, pour corriger la structuration de la table ou positionner toutes les valeurs qu'il y a lieu d'avoir pour que tous les cas de figure puissent être traités. Donc, on va devoir définir dans notre table tous les cas de figure. Si un établissement présente une particularité, il va falloir indiquer cette particularité. Donc, dans l'exemple que j'affiche à l'écran, on sait que pour l'établissement 01001, on va avoir un taux de charge de 47% si on est sur une catégorie de 0 à 19 et un taux de 45% si on est sur une catégorie de 20 à 99. Et pour tous les autres établissements, on va avoir un taux de 43%. Il est nécessaire que les lignes qui décrivent les cas particuliers, donc établissement précis, catégorie précise, soient positionnées en haut ou tout au moins avant la ligne générique de l'ensemble des établissements. De la même manière, il faut qu'on ait ce qu'on appelle une ligne balai, c'est-à-dire une ligne qui, si un collaborateur est rentré dans la table et ne rencontre aucune situation qui est décrite précédemment, qu'il soit affecté sur la ligne balai et qu'il ressorte avec les valeurs qui sont définies dans cette ligne balai. Donc cette ligne doit toujours être la dernière de notre table et ne doit présenter aucune sélection. C'est-à-dire que les établissements, on doit couvrir de blanc à ZZZZ, les catégories, on doit couvrir de 0 à 99 et on doit couvrir la période la plus large. La lecture d'une table, on l'a vu, se fait d'une manière séquentielle. Et donc, dès que la valeur des critères va correspondre à la situation du collaborateur, eh bien, la lecture de la table va s'arrêter. Donc, si par exemple, j'ai un salarié qui appartient à l'établissement 01001
et qui est dans des catégories de 0 à 19, eh bien, on va prendre en compte 47% pour son taux de charge. Si le collaborateur n'est pas dans cette situation-là, mais il appartient toujours à l'établissement 01, eh bien, on va continuer la lecture de la table jusqu'à obtenir une valeur. Et ainsi de suite pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, il faut construire les tables en mettant dans les premières lignes les cas particuliers, dans les lignes suivantes, les cas généraux. Concernant les périodes début, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre les périodes les plus récentes tout en haut de la table. De cette manière-là, les lignes qui correspondent à notre exercice seront lues en priorité et les lignes suivantes ne seront pas lues. Et par exemple, la ligne 073 qui concerne l'année 2021, qui n'a pas de date de fin, si je me situe dans un exercice qui a lieu entre 2023, 2022, 2023 ou suivant, cette ligne-là ne sera pas lue puisque des valeurs existent sur les lignes précédentes. Donc voilà les principaux principes, c'est un peu une redite, donc les principes de notre gestion des tables dans PMS. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps de cette WebEx est désormais écoulé. Enfin, j'ai atteint les 45 minutes, je suis très bavard. Juste un dernier point concernant la mise à jour des tables. Donc, vous pouvez, avec le petit plus, rajouter des lignes. Ce plus-là vous permet de rajouter des lignes après la ligne existante. Là, avec le crayon, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les dupliquer avec les petits carrés qui apparaissent ici, sachant que la duplication vient se positionner automatiquement à la fin. Donc, il faudra ensuite repositionner la ligne avec ses chevrons positifs, qui montent et qui descendent. Et enfin, vous pouvez supprimer avec le petit moins une ligne dans chacune des tables. Et vous l'avez vu en formation, vous pouvez exporter la table vers Excel, modifier, créer des lignes dans Excel, supprimer des lignes dans Excel, et ensuite réimporter la table. Vous aurez alors à ce moment-là les pictogrammes dernier export et import terminé avec succès qui vont s'afficher et qui vous indiqueront que la table a été importée. Dernier point concernant les numéros de ligne, quand vous faites des exports vers Excel, ces numéros de ligne ne vont pas être présentés dans Excel. Par contre, ils seront vraiment pris en compte à la fois dans l'export que vous allez faire et dans le réimport que vous allez effectuer à l'issue des modifications. Très bien. C'est bon, tu as fini Christophe sur les informations là que tu souhaitais nous partager? Ben oui. Oui, merci beaucoup à toi pour toutes ces explications. Je vais maintenant, procéder à l'arrêt de l'enregistrement afin que nous puissions passer aux questions-réponses, donc questions-réponses, via le chat et également à l'oral si besoin. Je demande une petite minute, j'arrête l'enregistrement.